les hypogonadismes. Comme définition, c'est quoi un hypogonadisme? C'est un syndrome clinique résultant quoi? Un déficit soit qui est complet ou bien partiel de l'une ou des deux fonctions testiculaires endocrines et exocrines chez l'homme et ovariennes chez la femme. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des signes cliniques qu'on va aller voir. Secondaire à une atteinte d'une ou bien des deux fonctions, il y a les deux, parce que la testicule, il y a la testicule endocrine, c'est-à-dire hormonale, et exocrine chez l'homme. Et chez la femme, c'est l'atteinte ovarienne aussi. Endocrine, il y a aussi l'atteinte, c'est surtout endocrine de la femme. On parlera de les définitions qu'il faut les avoir en tête. Hypogonadisme, normalement, je fais hypogonadotrope, c'est central ou bien c'est l'atteinte, le déficit central. On parlera d'un déficit quel que soit hypothalamique ou bien hypophysaire. Comment l'identifier? Elle appelle comme CAM, c'est-à-dire dans les hormones en général, on a la périphérie, c'est-à-dire FT4 basse. On va voir notre TSH. Parce que la périphérie, elle est le déficit. C'est-à-dire, FT4 basse, on parlera d'une hypothyroïdie. Cortisol bas, on parlera d'une atteinte surrénale, entre guillemets, d'un déficit corticotrope. On va voir, c'est la CTH, elle est élevée ou elle est basse. On va voir, est-ce que c'est une insuffisance surrénalienne ou là, c'est une atteinte centrale. On a la testo qu'elle est basse, soit c'est une testo basse ou bien associée avec une FSH normale ou bien FSH élevée. Qui compte une atteinte centrale. Maintenant, le FOA, elle est inadaptée. Elle est normale ou ABC. On parlera d'une atteinte inadaptée parce qu'elle est normalement, lorsque la testo ou bien l'ostrogène, lorsqu'il le taux, il est bas, logiquement, et dans l'hypothalamus ou l'hypophyse, elle est normale, il y aura une réaction. Ils vont réagir. Comment ils vont réagir? En augmentant les hormones, c'est-à-dire centraux, pour augmenter la production périphérique. Si le taux il est normal ou abaissé, c'est-à-dire il n'y a pas une bonne réponse, maintenant la tête elle est centrale. Dans le cas, on parlera d'un hypogonadisme hypogonadotrope. Trope, maintenant c'est le central, il est hypo, c'est-à-dire c'est central. Hypogonadisme hypergonadotrope, c'est-à-dire que la tête elle est périphérique. Pourquoi? Parce que le FSH-LH il est élevé, c'est-à-dire que l'hypothalamus ou l'hypophyse est normal et logiquement devant un taux qui est bas, il a augmenté la production afin de s'assurer une réaugmentation de taux périphérique. En petit rappel anatomopathologique, voilà, on a l'hypophyse tana. C'est l'hypothalamus et l'ensemble des connexions neurologiques en fait. Il y aura passage de GNRH. On va le voir après. Un petit rappel, les tumeurs hypophysaires. J'aurais aimé de commencer le cours de tumeurs hypophysaires parce que le rappel, elle a l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, on a la poste et l'adéno-hypophyse. L'adéno-hypophyse, où il y aura une sécrétion de la FSH-LH qui vont stimuler les deux gonades périphériques. Testo au niveau de la testicule, œstradiol, progestérone au niveau de l'ovaire. Donc, l'atteinte périphérique, s'il y a une atteinte, soit on parlera par exemple d'une ovarite auto-immune, ou bien on va parler d'une l'atteinte de la testicule auto-immune. Par exemple, lors d'une maladie, une polyendocrinopathie auto-immune, ou bien post-virale, on va aller voir après les étiologies, post-oréant. Dans le cas, il y aura une destruction de le parenchyme des deux, donc il n'y aura pas de production périphérique. Mais l'axe central, il est normal. Donc, il y aura une stimulation de la sécrétion de FSH et LH qui sont augmentées. Mais là, le problème, il est en périphérie. Lorsqu'il y a une atteinte centrale, le taux de progestérone et périphérique, il est là, il est bas. Donc, il y aura une hypoproduction périphérique. Mais là, elle va être stimulée, l'éproproduction va être stimulée l'hypophyse. Mais l'hypophyse, déjà, elle est déficitaire, elle est malade, donc elle ne va pas répondre aux besoins en périphérie. Donc, l'hypogonadisme, pour dire hypogonadisme, d'abord,
يكون عندنا une classification شغل une terminologie qui est internationale معناتها انا انتيا اوتر كامل نفهموا واش رانا نهضروا. هاد لا كلاسيفيكاسيون ما نقولكش هذاك بالك بداتو لا بوبرتي جو سي با بالك عنده لي تيست شويه نو عندها اس c'est-à-dire il faut une terminologie où on peut identifier avoir tous les mêmes stades sans voir le patient معناتها انت دوك تقولي لي S1 P2 ou bien P3 G3 je comprends وشنو هما c'est quoi هادوما. Donc on l'appelle la classification de Tanner. C'est une classification qui permet de stadifier, c'est-à-dire de classer les malades selon les signes d'apparition de caractère sexuel secondaire, c'est-à-dire blanc mammaire, pilosité pubienne et pilosité, c'est-à-dire et la pilosité au niveau des gonades. La pilosité pubienne, c'est au niveau des gonades et les gonades, surtout le volume testiculaire. Donc, là, on est devant le développement mammaire. Le S1, c'est enfant. Le S2, c'est un petit bourgeonnement en général qui est unilatéral de bourgeon mammaire. Le S3, c'est une apparition d'un tissu glandulaire périmammaire. Là, c'est plus volumineux que le S3 et le S5, c'est adulte. Pour la pilosité, c'est la même chose. Pilosité, pas de pilosité, c'est le P1. Une petite pilosité, c'est petite poire, c'est la P2. P3, c'est plus fourni que la P2. P4, c'est triangulaire. La P5, c'est triangulaire plus les cuisses. C'est la même chose au niveau de l'homme. Les G1 et G3, c'est selon le volume testiculaire. Pour le volume testiculaire, en fait, il y a des petits, on mesure avec, on appelle l'orchidomètre. C'est-à-dire, il y a des petites boules qui ressemblent aux testicules avec les différents volumes. C'est-à-dire, c'est le volume de 3 mm, 4 mm, 10 mm, 16 mm et 25 mm. Au niveau de 4 mm, on est en la P2. 10 mm, on est en P3. 16 mm, c'est la P4, la G4 plutôt. Et le 25 mm, c'est-à-dire 25 mm, c'est c'est le stade 5, c'est-à-dire stade adulte. Donc, c'est pour dire à quel stade on est. On a le S, c'est le sein, le P, c'est la pilosité pubienne, et les G, c'est les gonades. Là, c'est les classifications de Tanner, on se base sur ça. Mais là, chacun, il a, c'est-à-dire, je peux avoir un développement, mais pas à l'âge bien déterminé. C'est-à-dire, une fille, normalement, elle aura ses S2, c'est 11 ans plus ou moins 5. Plus ou moins 11 ans et demi, plus ou moins 1 an et demi. C'est-à-dire, le petit bourgeonnement, il apparaît aux alentours de 10 ans, 12 ans. Au-delà de 12 ans, normalement, c'est pas normal de ne pas avoir un petit bourgeonnement mammaire. C'est un retard d'apparition de caractère sexuel secondaire. Là, par exemple, le S5, normalement, c'est à l'âge de 14 ans, plus ou moins 15 ans, c'est-à-dire 15 ans et demi, plus ou moins 1,7. Là, c'est pour les S1 et l'apparition. Là, pour le P2, c'est-à-dire la pilosité pubienne, et pour la pilosité pubertaire normale chez le garçon, c'est-à-dire la date d'apparition. Donc, quand est-ce qu'on parlera d'un hypogonadisme? D'abord, on commence chez l'homme. Ça dépend selon l'âge. Avant la puberté, donc avant l'apparition de caractère sexuel secondaire, il y en a deux critères qui orientent vers un hypogonadisme. On a la cryptorchidie, c'est-à-dire ectopie, les ectopies testiculaires, et le micropénis. L'association d'une cryptorchidie avec un micropénis, en général chez l'enfant inférieur à 2,5 cm, les deux, l'association des deux et en général est en faveur d'un hypogonadisme. Mais ça peut être le micropénis idiopathique et l'ectopie c'est idiopathique. Mais l'association des deux. Après la puberté, on parlera d'un tableau d'impubérisme ou bien de chnoïdisme. C'est ça le tableau d'impubérisme. C'est des gens qui sont grands de taille parce qu'on sait très bien que les hormones sexuelles, qui assurent la soudure, le cartilage de conjugaison. S'il n'y a pas de hormones sexuelles, il n'y aura pas de soudure dans le canal de conjugaison. Donc, c'est des gens qui seront lents. Donc, c'est des gens grands de taille. Oui, le segment inférieur,
il est supérieur au segment supérieur. Et les envergures, l'envergure, c'est quoi? C'est-à-dire c'est la distance entre les deux mains. On calculera l'envergure, c'est-à-dire de la main droite, on calcule combien de centimètres. En général, l'envergure, elle sera supérieure, c'est-à-dire la distance et la longueur entre la main droite et la main gauche, elle est plus en largeur, elle est plus supérieure à la longueur. C'est-à-dire sur largeur à la longueur, sur le dos, la taille, là, la main, on mesure la main droite à la main gauche, là, on a combien de centimètres, on va la taille, mais la tête, les pieds. Dans les cas de cnoïdisme, mis à part que le segment inférieur, il compte plus que le segment supérieur, c'est-à-dire le thorax, il est plus petit, les envergures, là, les deux mains, comptent supérieures à la taille, en général 2 cm. Là, c'est sur le plan taille. Sur le plan de testicules, c'est des testicules infantiles, c'est-à-dire testicules adultes, testicules inférieurs à 5 millilitres, pénis inférieur à 5 cm. L'enfant, on a un micropénis inférieur à 2,5. Chez l'adulte, un micropénis est inférieur à 5 cm. Parce qu'en général, déjà, un enfant de 6 ans, il a un pénis de 5 à 6 cm. Comment prendre le mesure de le pénis? En général, parce qu'elle a parfois les enfants, les petits enfants obèses, ils nous fournir tissu adipeux. Donc c'est en général en position en décubitus dorsal, on prend l'enfant, on essaie d'enfouir le maximum de tissu graisseux s'il y en a, ou on essaie de mesurer c'est-à-dire la longueur de pénis. Le cas où on peut enfouir. Il y a une méthode plus pratique, c'est qu'on prend une seringue. La seringue est la plus large et on essaye de faire rentrer, c'est-à-dire le pénis à l'intérieur. En même temps, on a dégagé comme tissu graisseux et on peut sans bien mesurer. Déjà, la seringue est déjà graduée. On peut avoir à peu près chez un enfant, pas chez l'adulte, on ne l'utilise pas chez l'adulte, un enfant parce qu'il bouge trop, la mesure exacte, exactement la longueur de pénis. Parce qu'en général, le micropénis, on peut récupérer un micropénis s'il est diagnostiqué avant l'âge de puberté. C'est-à-dire, on peut sauver un patient. Le scrotum, il n'y aura pas les signes c'est-à-dire signe d'apparition de caractère sexuel secondaire, le scrotum il sera rose, qu'il est non pigmenté, il est lisse et peu plissé. La peau, elle est veloutée, sans séborrhée ni acné. La pilosité axillopubienne peu fournie, pilosité axiale thoracique et abdominale absente. Et on sait bien que la musculature, elle se développe la testostérone, donc pas de testo, musculature, elle est peu développée. L'absence des golfes frontaux, la voix qui est infantile, le retard du maturation osseuse, l'ostéoporose, sur le plan sexuel, libido qui est absente, absence d'érection et d'éjaculation, une petite prostate, augmentation de la masse grasse et une anémie modérée. Parce qu'on sait bien que la testostérone, elle intervient dans l'érythropoïèse. Il n'y a pas de testo, il y aura une anémie associée. Les déficits partiels communs, c'est en général, c'est le cnoïdisme, l'impubérisme, où il n'y a plus de testo dans le corps. C'est-à-dire, c'est un adulte où il n'a la testostérone, il a un aspect pubère, c'est-à-dire un enfant grand de taille. Un les déficits partiels, oui, on peut avoir un petit développement, le caractère sexuel secondaire, mais avec un certain degré de virilisation. C'est-à-dire, il y aura, mais chez la totalité, mais absence, les déficits partiels, surtout, en général, c'est des hommes, c'est des mecs qui consultent pour désir de fertilité, absence d'enfants. Parce qu'il y a d'apparition de caractère de certains degrés, mais la spermatogénèse n'est pas totalement correcte. Là, chez l'homme. Chez la femme, comment elle se manifeste l'hypogonadisme? Soit c'est une aménorrhée primaire. C'est quoi l'aménorrhée primaire par définition? C'est l'absence de cycle menstruel chez une fille après l'âge de 16 ans, avec ou sans développement de caractère sexuel secondaire. C'est-à-dire, aménorrhée, c'est l'apparition d'une menstruation. Absence de menstruation après 16 ans, c'est une aménorrhée primaire. Aménorrhée secondaire, c'est quoi?
C'est la secondaire, c'est-à-dire la patiente, elle a eu ses règles, elle était réglée, mais actuellement, elle n'a plus de cycle menstruel. Là, on dit que c'est une aménorrhée, pas primaire, mais elle est secondaire. Il y aura l'autre aspect des hypogonadisme chez la femme, c'est la spanioménorrhée, c'est-à-dire c'est des cycles très longs, très espacés, avec trouble du cycle. Zones génitaux externes, il y aura une atrophie vulvaire avec une sécheresse vaginale. Sur le caractère sexuel secondaire, il y aura une diminution de la pilosité comme chez l'homme, pubienne, axillaire, faciale et abdominale. La peau qui est fine et ridée, il y aura une perte de l'élasticité avec des cheveux fins et soyeux. Et pour les seins, il y aura une involution avec une atrophie mammaire. Bien sûr, sur le plan sexuel, il y aura toujours perte de la libido et des troubles sexuels. Sur le plan de fertilité, il y aura une stérilité avec des troubles de fertilité. Sur le plan osseux, il y aura une ostéoporose, plus ou moins fracture. Comment explorer? C'est-à-dire, déjà comme un malade ou une malade à la consultation, par exemple, on reprend le cas d'un patient ou bien un couple qui consulte pour un problème de stérilité d'origine masculine. Donc, vous examinez le patient, vous trouvez que déjà sur le plan de pilosité, n'est pas bien fourni sur le plan de pilosité. Vous voyez ces testicules, est-ce que le volume il est en quel G1, G2, G3, G4 et P5. Vous voyez ici une gynécomastie, c'est-à-dire associée au pas. Vous voyez en général sans la voix, l'adiposité, est-ce qu'il est obèse, il n'est pas obèse. Et vous palpez le muscle. Est-ce qu'il y a un muscle qui est bien développé ou il n'y a pas un muscle? C'est-à-dire de chercher les signes, ou bien les signes d'hypogonadisme et leur retentissement. Sur le plan biologique, vous allez demander la testo périphérique, juste pour voir est-ce que le taux de testo il est correct, un taux d'FSH-LH, là chez l'homme. Chez la femme, on demande les périphériques qui est l'ostrogène, FSH-LH. La différence chez la femme, c'est elle est réglée, de préférence de demander le bilan pour une meilleure interprétation à J3 de cycle, c'est-à-dire le 3e jour de menstruation. Si elle n'est pas réglée, c'est-à-dire s'il y a une aménorrhée, vous pouvez demander, c'est l'équivalent de G3 de cycle. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine, vu qu'il n'y a pas de règles, ce n'est pas la peine d'attendre les règles, sûrement qu'elle n'aura pas. Donc, l'équivalent, c'est le G3 du cycle. Si elle a une spanioménorrhée ou elle a des règles quand même, on patiente jusqu'à les prochaines règles et on fait G3 du cycle, on fait le dosage de la FSH, LH, œstrogène. Là, je ne rentre pas trop dans le détail. Là, c'est l'hypogonadisme, c'est-à-dire de savoir les étiologies d'hypogonadisme, parce qu'on va les voir. قادرين يكونوا les troubles du cycle secondaire un prolactinum قادرين عند l'homme c'est en général c'est de la testo mais chez la femme قادر يكون un autre problème. On va les entamer, par exemple l'hirsutisme, syndrome des ovaires polykystiques ou autres, on a des troubles du cycle. Là, c'est pour le cours, c'est-à-dire pour avoir une orientation vers le cours. Le cours, quelles sont les étiologies d'hypogonadisme chez l'homme? Quelle serait la clinique? Et comment explorer sur le plan biologique un hypogonadisme? Et quelles sont les étiologies? Et comment traiter la fin? Donc, عند l'homme, on va demander un taux d'FSH-LH s'il est bas ou normal avec un taux de testo ou d'ostrogène bas, on est dans le central. Dans le central, maintenant qu'il y a une atteinte centrale hypothalamo-hypophysaire. Faites le cas, comment on fait? On demande un bilan standard qu'on va le voir à l'âge pour voir le retentissement d'hypogonadisme. On va demander un bilan hormonal. Vu qu'il y a une atteinte à un axe, le central, il faut toujours y penser à une atteinte associée, c'est-à-dire pas la testo mais d'autres atteintes de l'axe, parce qu'on a 5 axes hypophysaires. On a l'axe stéréo, cortico, l'axe de prolactine, l'axe gonado et on a l'axe somatotrope. Le prolactine, on demande taux de prolactine. L'hypogonadisme chez l'homme secondaire à un prolactinum. On demande un taux de cortisol pour voir, est-ce que par exemple le cas les adénomes ou bien une tumeur qui est en train c'est-à-dire de comprimer les autres axes. On demande un taux de cortisol, un taux de prolactine, un taux d'FT4 parce pour voir les périphéries. Le fait que la FSH-LH normale, c'est un problème central. Ça ne sert à rien de demander
la CTH, de demander la TSH, parce que c'est sûr qu'ils seront normaux, parce que l'atteinte, elle est centrale. On va voir le retentissement, comment elle sonne en périphérie. Parce que l'atteinte centrale, il y aura le retentissement sur la périphérie. Parce que les atteintes, s'il y a une atteinte de plusieurs axes, la plupart des autres axes, ils seront normaux. C'est-à-dire, on ne saura pas comment ça fonctionne. Donc, dans le cas, on demande le respect du bilan hormonal et on demande une IRM pour étiqueter l'étiologie, qu'on va les voir après. Et on fait une étude génétique. Pas systématique l'étude génétique et on ne la fait pas en Algérie, en fait. Mais qu'est-ce qu'il faut garder en tête? Que l'étude génétique, lorsqu'on suspecte une atteinte, plusieurs atteintes dans la famille, lorsqu'on suspecte un hypogonadisme, c'est-à-dire congénital. Si le taux de la FSH-LH est élevé, l'hypophyse comme elle est saine parce qu'elle a réagi, elle est élevée, et le taux de l'oestrogène ou bien la testo chez l'homme est bas, le problème il est périphérique, soit au niveau de l'ovaire, soit au niveau du testicule. Dans le cas, qu'est-ce qu'on demande? On demande un cariotype, un bilan standard pour voir le retentissement de l'hypogonadisme, un bilan d'auto-immunité qu'on va les voir après, échographie pelvienne chez la femme et testiculaire chez l'homme. Maïa. Le central, on demande une IRM, bilan hormonal, bilan standard pour le retentissement, plus ou moins étude génétique. Le périphérique, on va demander un cariotype, un bilan standard pour le retentissement, un bilan auto-immun qu'on va le voir après, écho pelvienne et écho testiculaire. Quelles sont les conséquences d'hypogonadisme? L'hypogonadisme, comme il intervient dans la maturation osseuse. Donc, il n'y a pas de dormance sexuelle, il y a une ostéoporose. Il intervient dans l'apparition d'une insulinorésistance et d'un diabète. C'est pour ça qu'on demande un bilan standard pour voir est-ce qu'il n'y a pas une dyslipidémie associée, est-ce qu'il n'y a pas un diabète associé, est-ce qu'il n'y a pas un retentissement, une anémie, parce qu'on sait bien que la testo, elle intervient dans l'érythropoïèse. Et aussi, il y aura une augmentation de risque cardiovasculaire. Comment ils ont expliqué? Parce qu'ils ont remarqué que les gens qui ont un hypogonadisme sont des gens à haut risque cardiovasculaire. Pourquoi? Du fait de l'insulinorésistance suite à l'hypogonadisme, l'augmentation de la masse grasse, de la dyslipidémie secondaire à l'hypogonadisme, de dysfonctionnement endothélial et de l'inflammation, la prothrombose et l'augmentation de l'HTA. Et pour cela, l'hypogonadisme, parce qu'il y a une hormone qui est basse, qu'il y a un retentissement qui peut mettre le pronostic vital en jeu. Ostéoporose, à retenir les conséquences de l'hypogonadisme. Ostéoporose avec risque fracturaire, insulinorésistance plus diabète, augmentation de risque cardiovasculaire. Pour les étiologies, qu'est-ce qu'il faut garder en tête? Les étiologies, on divise en deux. On a les étiologies centrales, c'est-à-dire les hypogonadismes hypogonadotrophiques par atteinte centrale. Et on a les hypogonadismes hypergonadotrophiques. Hypergonadotrophique, maintenant, l'axe hypophysaire, il est normal. Là, il y a l'atteinte génétique et l'acquis. Dès maintenant, en deux. Mais je suis du conférence parce que là, l'acquis, c'est après. Le cas, c'est des patients qui développent des caractères sexuels secondaires, mais c'est en général des patients qui consultent après pour troubles d'érection, baisse de la libido, problème de la fertilité. Ça, il a acquis déjà des caractères sexuels secondaires et probablement c'est un problème qui est acquis. On commence, le court terme, les hypogonadismes hypo et hyper, firme le congénital, firme le acquis. On va voir chez la femme et chez l'homme. Pour les hypogonadismes hypogonadotropes par atteinte centrale, sont les mêmes chez l'homme et chez la femme. Je ne vais pas préciser. Qu'est-ce que vous allez retenir en tête? Le premier syndrome que vous allez retenir en tête, c'est le syndrome de Kalman. C'est l'association de deux. Il y a un homme ou une femme qui a un déficit gonadotrope en général isolé. C'est-à-dire, j'ai fait le reste le bilan hormonal, il n'y a pas d'autre atteinte. La FT4 est normale, le cortisol de base il est normal, l'IGF elle est normale et le prolactine est normal. Donc, on parlera d'un déficit gonadotrope congénital parce qu'en général, depuis sa naissance, il n'a pas développé des caractères sexuels secondaires. Je demande systématiquement est-ce qu'il y a une anosmie ou pas.
Parfois, l'anosmie, il y a des tests qu'on ne le fait pas. En Algérie, c'est des tests pour voir est-ce que le malade il a une anosmie ou pas. Parce que le syndrome de Kalman, il y a une mutation, plusieurs mutations, je ne les ai pas citées, c'est le CAL1, CAL2 et plusieurs mutations qui intervient dans le développement de l'axe gonadotrope et aussi des bulbes olfactifs. Comment on fait le diagnostic? C'est qu'on demande au malade de faire une IRM hypothalamo-hypophysaire et on précise avec visualisation des bulbes olfactifs. Si le radiologue répond qu'il y a une aplasie des bulbes olfactifs, on est orienté vers le Kalman. Kalman, déficit gonadotrope congénital isolé plus une anosmie. L'olfactométrie, parce que parfois les malades disent non, نشم كلش ما عنديش بروبليم على الشمان مي كي ندومونديو لو بولب الفاكتيف نلقاو اون اتان اون فيت كاين دي تيست ينديرو حنا ما نديروش اون الجيري سي l'olfactométrie c'est-à-dire pour voir est-ce que réellement il y a une anosmie associée là c'est le Kalman. Le deuxième il y a l'hypogonadisme hypogonadotrophie congénital parce que هنا انا في le congénital c'est-à-dire par mutation de récepteurs de GNRH. On sait bien عاودوا نقولوا الشيما تاعنا الاولاني. Le GNRH, c'est hypothalamique. Le GNRH, il va se fixer au niveau des cellules hypophysaires FSH-LH pour stimuler la sécrétion de FSH-LH. S'il y a une mutation de ce récepteur, le récepteur de cette hormone, il n'y aura pas de sécrétion ni FSH-LH, il y aura un déficit. Hada, c'est la deuxième atteinte. Dans le cas, il y aura soit l'atteinte à la sous-unité alpha ou bien la mutation de sous-unité bêta aussi une atteinte. C'est-à-dire le récepteur, mutation de la sous-unité alpha, la mutation de la sous-unité bêta. Le cas les mutations FSH, LH et le récepteur GNRH. La troisième, c'est l'hypoplasie congénitale des surrénales. C'est quoi, Hadia? C'est un malade qui a, c'est déjà, elle est liée au X, donc on les trouve surtout chez les hommes. C'est une atteinte masculine. C'est un homme qui consulte pour, il a aux antécédents, entre guillemets, d'une insuffisance surrénalienne. Malade connu comme un addisonien. Il vient pour consulter chez vous pour un hypogonadisme. Vous faites le bilan, vous tombez sur une atteinte parce que maintenant, insuffisance surrénalienne, c'est une atteinte auto-immune la plupart. On a l'atteinte, entre guillemets, d'origine infectieuse, tuberculose. Mais la deuxième étiologie et la première en France, c'est l'auto-immun, c'est la maladie d'Addison. L'auto-immun, il a le droit de faire d'autres maladies auto-immunes. Mais l'atteinte testiculaire. Mais le bilan, vous allez trouver une atteinte centrale. Le cas, il faut penser l'association d'insuffisance surrénalienne, insuffisance déficit gonadotrope à l'hypoplasie congénitale de surrénale. Comment on pose le diagnostic? On fait une TDM des surrénales. On va voir qu'il n'y a pas des surrénales. Là, on est dans l'hypoplasie, pas l'hyperplasie. Hypoplasie congénitale des surrénales. Là, on est dans l'atteinte génétique. Il y a la troisième atteinte, c'est mutation du gène de la leptine. On sait bien que la leptine, elle intervient dans la mutation de ce gène, elle intervient dans les obésités morbides. En général, dans la mutation de la gène de la leptine, il y a aussi mutation parce qu'on sait très bien que la leptine, si vous avez remarqué, que les gens qui font un régime très important, un régime draconien, ou bien le contraire, ils bloquent leur axe hypothalamo-hypophysaire, qu'on va les voir. Par atteinte à la leptine, une deuxième hormone, l'hormone KISS, K-I-2-S, KISS hormone. Donc, en général, là, les atteintes, on a un amaigrissement important, c'est-à-dire, suite, il y aura un blocage de le GNRH-RH parce que le GNRH, sécrète elle-même, elle est sous la dépendance de la leptine et sous la dépendance aussi de l'hormone KISS. C'est pour ça, en cas où il y a un amaigrissement important, où il n'y aura pas la sécrétion ni de la leptine normale, ni l'hormone KISS, on aura un déficit gonadotrope acquis, fonctionnel. Pour le cas où il y a une vraie atteinte à le gène de la leptine, donc elle n'est pas présente, dans le cas,
c'est des malades qui ont une obésité qui est infantile, c'est-à-dire d'apparition précoce associée avec des troubles de comportement alimentaire type hyperphagie. Et associés, bien sûr, sont des gens qui ne dépensent pas. Il y aura une diminution des dépenses énergétiques. Dans le cas, c'est le déficit gonadotrope, il est congénital. La troisième parmi les cinquièmes étiologies, c'est une interruption congénitale de la tige pituitaire. On sait là, toujours le fameux schéma تاعنا. On sait bien la tige pituitaire تاعنا. La communication, la tige pituitaire, c'est un tunnel. Les communiquer avec l'hypothalamus مع l'hypophyse. Pardon. Il y aura une communication entre l'hypothalamus et l'hypophyse. S'il y a une interruption congénitale, donc on va voir, il y a des interruptions post-traumatiques, interruption par compression tumorale à la tige pituitaire. Pour le cas où il y a une interruption congénitale, il y en a des gens qui naissent avec une interruption congénitale, donc il y aura absence du tunnel, il n'y aura pas de passage par les hormones hypothalamo-hypophysaires. Dans le cas, il y aura l'apparition d'un déficit gonadotrope isolé qui en général n'est pas seul, associé en général avec un déficit, d'autres déficits. Il y a une insuffisance anti-hypophysaire, c'est-à-dire le malade il a un retard de croissance secondaire à un déficit gonado-théréo-somatotrope en général. Les déficits gonadotropes dans le cadre syndromique, on a le syndrome de Prader-Willi. Prader-Willi, c'est quoi? C'est des syndromes où l'obésité, elle est là. La différence binatom, le Prader-Willi, il y a le retard, en général, il est diagnostiqué à la naissance par un défaut, il y a un problème de déglutition avec les fausses routes. Après, il y aura l'apparition d'une hyperphagie. C'est des enfants qui naissent déjà obèses, avec un aspect de visage qui est typique. On a les yeux qui sont des yeux antimongoloïdes. La bouche, elle est en chapeau de gendarme et associée avec l'âge, avec d'autres, c'est-à-dire le retentissement à l'obésité, surtout diabète, HTA. Dans le syndrome de Lawrence-Moon et de Bardet-Biedl, c'est quoi? Mis à part le retard mental, parce que dans les deux cas, il y a un retard mental, bref, un retard intellectuel surtout, il y a l'obésité morbide, il y a la polydactylie dans le Bardet-Biedl, avec une rétinite pigmentaire au fond d'œil. Pour les hypogonadismes hypogonadotrophiques acquis, c'est quoi? C'est toutes les tumeurs de la région hypothalamo-hypophysaire, craniopharyngium, adénome, germinome, gliome, métastase hypophysaire. Donc, on a le processus infiltratif, quel que soit sarcoïdose, hypophysite, histiocytose, hémochromatose. L'hémochromatose, c'est pathognomonique. L'aspect teint grisâtre associé avec diabète. Il y a comme un cas clinique où le malade il a un problème de diabète qui est insulinodépendant, où le teint il est grisâtre, où l'analyse il y a un déficit gonadotrope, un déficit qui est central. Dans le cas, le diagnostic c'est l'hémochromatose. Il y a iatrogénique, c'est-à-dire il y a post-chirurgie, post-radiothérapie au trauma crânien. Il y a aussi le fonctionnel, où l'hypogonadisme il est réversible. C'est hyperprolactinémie, par exemple un prolactinant. Carence nutritionnelle par anorexie, maladie chronique, activité excessive. Comme c'est le cas par carence en kisspeptine et la leptine. Et cause médicamenteuse, bien sûr, à androgènes, malade qui prend les androgènes, qui prend les anabolisants, malade sous usoprogestatif, antagoniste de la GnRH et les corticoïdes peuvent donner un déficit gonadotrope qui est réversible dans le fonctionnel, c'est-à-dire réversible. Qu'est-ce que vous allez retenir? Le central, on a hypogonadotrope, hypogonadisme centraux. Maintenant, on a le central. Il y a le congénito, qui est le Kalman, mutation à le récepteur de GnRH, et mutation de LH et le FSH, c'est-à-dire la sous-unité de bêta et la FSH, la sous-unité FSH, la sous-unité bêta, LH, FSH. La sous-unité bêta, en fait, parce que la sous-unité alpha, les hormones ont deux sous-unités, qui sont alpha et bêta. Elle est ubiquitaire, c'est la même pour la TSH, pour comme les autres.
Donc, qui fait la différence entre le LS et le FSH, c'est comme la sous-unité bêta. Il y a l'hypoplasie congénitale à la surrénale. هنا شفاو hypogonadisme anosmie. هنا que l'hypogonadisme associé. هنا hypogonadisme insuffisance surrénalienne. Là, c'est l'obésité morbide avec mutation de la leptine. Là, c'est un panhypopituitarisme, c'est-à-dire une insuffisance anti-hypophysaire totale, sans diabète insipide, c'est anti-hypophysaire. Et là c'est syndromique. Prader-Willi, Bardet Beta. Dans l'acquis, ou le tumoral, l'infiltratif, post-traumatique iatrogénique et fonctionnel. C'est la même chez la femme et chez l'homme. Pour les hypogonadismes hypogonadotropes, c'est-à-dire où l'hypogonadisme il est d'origine périphérique. Bien sûr, ça va différer entre l'homme et la femme. Chez l'homme, comme le premier bilan qu'on va le faire, on fait le karyotype. Pourquoi? Parce qu'en général, s'il y a une atteinte qui est là, qui est congénitale, elle est congénitale, c'est en général, c'est génétique. C'est un problème de karyotype. C'est pour cela qu'on fait un bilan auto-immun, parce qu'on va les voir dans les maladies auto-immunes associées, et surtout un karyotype pour éliminer les problèmes génétiques. Le premier syndrome, est quand même qu'il est fréquent, c'est le syndrome de Klinefelter. C'est un homme qui présente une gynécomastie en général avec des petits testicules. Et bien sûr, vu qu'il y a un déficit endocrine, il y aura une azospermie. C'est la plus fréquente des dysgénésies testiculaires, 1 sur 600 naissances, l'une des maladies chromosomiques la plus fréquente. Personnellement, j'ai depuis la 3e année, j'ai 5 Klinefelter. Il y a le premier patient. La plupart c'est des patients qui étaient le diagnostic qui fait tardivement. C'est-à-dire, c'est des gens qui consultent pour désir de fertilité, c'est-à-dire une stérilité d'origine masculine. À l'exploration, on retrouve un FSH qui est élevé, un LH qui est élevé avec œstrogène qui est bas. Devant là, il faut demander un karyotype. La plupart des malades, واحد demande un karyotype. Donc, en général, c'est une pathologie quand même qui est fréquente. On va voir le tableau clinique des patients. Avant la puberté, c'est un micropénis cryptocridé, bien sûr, parce qu'il y a un hypogonadisme. Wesh est associé à le syndrome de Klinefelter. Ils ont un trouble de langage, un retard intellectuel avec trouble de comportement. Après la puberté, parfois, c'est des gens qui sont normaux. Les deux patients, les deux, c'est des infirmiers. C'est-à-dire, parfois, le tableau n'est pas complet. C'est-à-dire, le retard intellectuel, c'est en général dans les syndromiques, c'est des gens qui sont très forts dans tout ce qui est audiovisuel. C'est-à-dire, c'est des gens qui aiment la musique. C'est comme le tourné qu'on va le voir. C'est le dessin. La musique, mais surtout ne sont pas que. Donc là, volume testiculaire, la stérilité, vu qu'il y a une azospermie, il y a une gynécomastie, logiquement, il n'y a pas de testo, donc il y aura un développement de l'oestrogène, il y aura l'apparition LH, parce qu'il y a une balance entre l'équilibre œstrogène-testostérone chez l'homme. Il y aura une aromatisation de la testo au niveau surrénalien, parce que la testo, elle peut être aromatisée, mais transformée en oestrogène. Il y a une balance. S'il y a une perte de cette balance, c'est le même cas en cas d'un homme âgé, où il y aura l'apparition des sujets âgés, il y a une apparition avec l'âge d'une gynécomastie LH, parce que normal qu'il y a une balance entre la testo et l'oestrogène. L'absence de l'oestrogène, il y aura une aromatisation en oestrogène par le tissu adipeux et par la surrénale. Donc, il y aura une gynécomastie et bien sûr, il y aura les signes d'hypogonadisme, le tableau de knoïdisme ou bien d'impubérisme. Oui, le segment inférieur plus supérieur au segment supérieur. L'envergure plus supérieure à la table frontaux, il y aura d'autres signes, c'est-à-dire en rapport. Là, c'est-à-dire, oui, le problème, oui, c'est-à-dire la dangerosité, en fait, le syndrome de Klinefelter, pas l'hypogonadisme en lui-même. On sait bien
que l'hypogonadisme, je vous ai dit qu'il y a un retentissement, risque d'ostéoporose avec risque fracturaire. Il y aura un risque aussi de diabète et d'insulinorésistance et aussi de problèmes cardiaques. Le il y a d'autres problèmes, c'est le risque de cancer du sein et des tumeurs médiastinales, l'apparition d'un diabète, d'hypothyroïdie, de maladie cardiovasculaire, cardiopathie ischémique, thrombose veineuse, thrombose intestinale, embolie pulmonaire, malformation vulvaire, la polyarthrite et le pus. Un des Klippfenter que j'ai, il a un cavernon porte. Donc, le malade, il a un cavernon porte plus de son syndrome de Klippfenter et il fait un diabète de type 2. Donc, comment on fait le diagnostic? C'est par karyotype. On va retrouver le fameux 47XXY qui résulte de la non-disjonction de gonosomes durant la méiose. La cause, soit paternelle et d'être est-ce que c'est la maman ou là le papa? On comme 50-50%. Donc, ils ne savent pas pour le moment, mais il n'y a pas c'est-à-dire une étiologie. La seule chose incriminée, c'est l'âge maternel avancé, qui est à l'origine d'un Klippfenter. Pour les cellules germinales, dans les cellules germinales, l'inactivation de chromosome X unique dans les spermatocytes primaires est nécessaire afin de procéder à la méiose. Donc, la présence d'un X surnuméraire conduit les cellules germinales et les cellules de Sertoli à une mort précoce, d'où l'atrophie et l'ionalisation des tubes séminifères. De ce fait que les testicules restent petites. Donc, vu qu'il y aura une mort précoce, il y aura l'installation de la fibrose. Donc, lors de la palpation de ces Klippfenter, on va trouver des testicules qui sont petits, mais sont durs, vu l'installation de la fibrose. Il y a là, je vous ai dit, le syndrome de Klippfenter, c'est des gens lents. La différence avec le homme XX ou bien syndrome de la chapelle, c'est le même tableau clinique, sauf qu'ils sont petits. La différence, pas de grande taille, pas d'hypospadias, pas d'ambiguïté. Et lorsqu'on fait le karyotype, il y a le XX. Parce qu'il fait comme on explique, un Y. Donc, lors de la mutation, il y aura une dislocation de un des parties, le chromosome X sur la partie Y. C'est pour ça qu'ils disent le karyotype, il a aspect X, X. Lors de la méiose, parce qu'on sait bien XX, il y a X, X, on a X, Y. La méiose, il y aura une séparation entre XX ou XY. Lors de la séparation de XY, une partie de le X va le Y. Donc, là, il dit un X, par exemple, la maman, ou le papa, le Y, il dit une partie de le X, le papa. Donc, il y aura une translocation d'un fragment du chromosome X sur le Y. D'accord? Il y aura aussi, là, c'est le syndrome, on l'appelle syndrome de la chapelle, ou bien homme avec Chorliben XX en femme. C'est dans ce sens. XX, mais ta femme, et c'est un homme cliniquement. Là, c'est le syndrome de la chapelle. La mutation de récepteur de la LH, c'est une mutation inactivatrice de récepteur LHSCG, entraîne un pseudo-hermaphrodisme, entraînant une ambiguïté chez l'homme. On a là, c'est les causes congénitales. On a le syndrome de Klippfenter, le XXY, on a le XX, c'est le syndrome de la chapelle, une mutation de récepteur LH. Les formes acquises, on a l'orchite, c'est l'orchite orlienne en général qui est la plus fréquente. On a post-traumatique, c'est-à-dire post-atrophie testiculaire, post-radiothérapie, cause auto-immune, ça rentre, je vous ai dit, dans la polyendocrinopathie auto-immune. Une chirurgie génitale trisomie 21 peut être à l'origine d'une insuffisance testiculaire. Le syndrome de Noonan. Là, le syndrome de Noonan, c'est cliniquement, il y a des signes dysmorphiques avec un karyotype qui est normal, mais il y a un déficit gonadotrope. Il y a un déficit gonadotrope, un hypogonadisme hypergonadotrope, c'est-à-dire un problème périphérique.
Comment faire la différence qui est pathognomonique de Noonan? C'est la sténose de l'artère pulmonaire. Si on a un cardiotype normal devant une fascia syndromique, dans la cardiopathie, on trouve une sténose pulmonaire, on est orienté vers le Noonan. Pour les hypogonadismes au cours des pathologies générales, on a en cas d'une insuffisance rénale, on peut avoir une testo qui est basse. On a aussi dans la cirrhose, on a une testo qui est basse du fait que l'augmentation de son, il y a l'augmentation de le sexe binding protein, hormone, sex hormone binding protein, c'est-à-dire augmentation de la protéine porteuse. De ce fait, la testo libre, elle serait basse et au dosage, on aura une diminution de la testo. Deuxième des cas, vu qu'il y aura une extraction des androgènes, il y aura une conversion en oestrogène et l'augmentation des oestrogènes, elle est secondaire aux deux déficits, c'est-à-dire diminution, augmentation de la SGB et diminution des extractions des androgènes. Dans la drépanocytose, on peut avoir par atteinte, vous le saviez que dans la drépanocytose, c'est des microthrombus vasculaires, donc elle peut être soit d'origine périphérique, soit d'origine centrale. Donc, on peut avoir les deux. Chez la femme, on parlera, lorsqu'il y a une atteinte ovarienne, on parlera d'une insuffisance ovarienne prématurée. Parce que si elle n'est pas maturée, prématurée, c'est une ménopause. La ménopause, c'est une insuffisance ovarienne après l'âge de 40 ans, par épuisement, c'est-à-dire de stock folliculaire. Actuellement, on n'utilise plus le terme de ménopause précoce. On utilise le terme d'une insuffisance ovarienne prématurée. Parce que la ménopause normale, c'est au-delà de 40 ans. Inférieur à 40 ans, on parle d'une EIOP, une insuffisance ovarienne prématurée. Quelles seront les étiologies? Soit c'est une anomalie dans la formation de poules folliculaires, c'est-à-dire ovies fœtales, soit c'est un blocage de la maturation des follicules, c'est-à-dire il y a les follicules, il n'y aura pas de maturation, soit c'est un épuisement qui est rapide, il y a le stock folliculaire, il y a le pool folliculaire, mais au lieu qu'il y aura une destruction, bien un épuisement de 3000, 2000 follicules par mois, il y aura un épuisement d'1 million ou bien, c'est-à-dire de 10 000 follicules par mois. Là, il y aura un épuisement très rapide. Quelles seront les causes? Les causes génétiques, il y a des causes qui sont liées à l'X, le fameux syndrome de Turner. C'est quoi? C'est une affection génétique liée à l'absence totale ou partielle de chromosome X, c'est-à-dire karyotype X0, qu'on va le voir, affectant 1 sur 25 000 nouveau-nés du sexe féminin, parce qu'elle est liée à X, donc elle touche le sexe féminin. Elle est associée de manière quasi constante à un retard statural, c'est-à-dire toute femme qui présente un retard staturopondéral avec une insuffisance ovarienne primitive, c'est un Noonan, c'est un Turner jusqu'à preuve du contraire. Donc, tout retard, c'est-à-dire patiente ou bien une fille qui consulte pour une aménorrhée primaire, absence des règles, après l'âge de 16 ans, avec un retard statural, elle est petite de taille, c'est un syndrome de Turner jusqu'à preuve du contraire. Donc, le cas, on demande un cardiotype. Pour le diagnostic en périnatal, c'est quoi? C'est la présence au niveau à l'échographique, c'est le hypogroma kystique cervical là, il n'est pas pathognomonique de syndrome de Turner. En général, on ne le fait pas. À la naissance, c'est la présence des œdèmes des mains et des pieds chez un RCU et ou une cardiopathie, c'est en rapport, aussi, ça peut être en faveur d'un syndrome de Turner. Enfin, le diagnostic peut être tardif lorsqu'un retard pubertaire ou une aménorrhée est constaté, voire être posé chez une jeune femme consultant pour une infertilité.
Quelles seront les malformations ou bien les maladies associées au syndrome de Turner? Les deux qui sont fixes à 100%, c'est le retard statural et la dysgénésie gonadique, c'est-à-dire l'aménorrhée primaire. Au niveau du cœur, on va avoir la coartation de l'aorte. Si une fille qui a un retard statural dysgénésie avec une coartation de l'aorte, c'est un Turner, ce n'est pas la peine de faire le cariotype. Il y a d'autres atteintes, c'est la sténose de l'aortique, insuffisance, prolapsus mitral, hypoplasie du corps gauche, dilatation aortique. Poéphanère, c'est les névis multiples, les lymphodèmes mains et pieds, vitiligo-alopsie, angle hypoplasique. Voilà, Hadi, c'est une fille tunérienne. Vous voyez les névus, il y a des névus multiples. Là, voilà le pterygium coli. Là, c'est une implantation basse des cheveux. C'est-à-dire, normalement, il y aura là la racine, les cheveux. Là, c'est une implantation basse des cheveux. Il y a d'autres signes. On va les voir. On a les malformations rénales. Atteintes endocriniennes, ils font des thyroïdites, ils font des diabètes de type 1, type 2. Il y aura absence, aspect psychologique, difficulté des apprentissages, déficit neurocognitif et immaturité psychologique. Il y aura le cubitus vagus sur le plan, c'est-à-dire os, bradé métacarpé du quatrième métacarpien. C'est aussi, ça oriente vers le Turner. Maintenant, lorsqu'on fait une radio de la main, en général, on l'a fait pour l'âge osseux, c'est-à-dire pour voir quel est l'âge osseux de cette patiente. On voit qu'il y a une bradée métacarpée, c'est-à-dire le quatrième métacarpe, il est plus petit par rapport aux autres. C'est en faveur d'un syndrome de Turner. Cariotype, c'est 45X, mais normalement X, 45X0. Il y a d'autres anomalies. Le Turner, c'est le 45X0. Il y en a d'autres, c'est le X en anneau ou bien les 3X. Là, peuvent être toutes les maladies liées à X peuvent être à l'origine d'une insuffisance ovarienne prématurée. On a la délétion de X, le gène de FMR1, il est le fragile site mental retardation gène 1. C'est quoi? C'est ou bien le syndrome de l'X fragile. C'est une maladie dominante liée à l'X chez le garçon. Chez la fille, le phénotype dépend de phénomènes d'inactivation de chromosome X, soit il soit le X normal. Il y a les situés sur les chromosomes, il y aura soit mutation de récepteur de la FSH, c'est-à-dire il n'y a pas de récepteur de la FSH, il n'y a pas de récepteur de la LH, epicanthes, c'est-à-dire le 1 associant à des anomalies, une faute de la paupière avec une insuffisance, l'autre, il n'y a pas d'anomalie de la paupière. La transmission, elle est autosomique dominante. Et il y a le syndrome d'APCED ou bien soit une polyendocrinopathie type 1 association croix. En général, il y a une insuffisance surrénalienne, il y a une hypopara auto-immune, il y a une candidose œsophagienne étendue. La différence entre à l'origine d'un retard mental, d'une cataracte précoce, d'une hypoglycémie, insuffisance rénale et hépatocellulaire. Il y a aussi l'insuffisance gonadotrope, elle est là. Il y a aussi le syndrome de Piro associant une surdité congénitale de perception, une déficit gonadique avec une petite de taille. Il y a aussi mutation de gène de l'aromatase et autres déficits enzymatiques. L'origine auto-immune, en général, on le suspecte s'il y a d'autres maladies auto-immunes associées. C'est pour ça que je vous ai dit un bilan auto-immun associé, c'est-à-dire maladie de Basio, diabète de type 1, certaines d'autres maladies auto-immunes non endocriniennes comme le lupus, la myasthénie, maladie de Crohn et la PR. C'est-à-dire si malade, il a une ovarite auto-immune, il avait auparavant un diabète de type 1, par exemple, lupus, autre, et là où elle aurait, on peut suspecter
insuffisance ovarienne prématurée atteinte auto-immune. Le cause iatrogène, c'est comme le cas chez l'homme, la chimiothérapie, la radiothérapie et les causes virales, l'ourayon, le paludisme, le CMV et le varicelle. Quel serait le traitement? Le traitement, d'abord chez l'homme. Il faut d'abord un traitement étiologique parce que n'oublie pas qu'il y a des hypogonadismes fonctionnels, c'est-à-dire le fait de traiter l'étiologie, on récupère l'axe, c'est réversible. Si l'hypogonadisme, il est définitif, c'est-à-dire on a cherché l'étiologie, on a trouvé qu'elle est tumorale, on a fait un geste, mais avec résection de parenchyme, le déficit hypogonadisme, il est là, il est définitif. Le traitement chez l'homme, il va se baser sur la testo. La testo, elle existe soit en injectable, soit en patch, soit en gel, soit en comprimé. Donc, ça dépend selon l'âge du patient. Si avant la puberté, c'est pour traiter le micropénis. Si on a un micropénis, on sait bien que le micropénis répand très bien la testostérone. Comment on traite? On donne les 4 injections de sang par mètre au carré d'intervalle de 15 jours, c'est-à-dire 15 jours milligrammes par mètre au carré. C'est un enfant, on va calculer la surface corporelle et on va essayer de donner 100 milligrammes par 1 mètre carré. On calcule la surface corporelle, on fait une règle de 3 pour savoir la dose. Chaque 15 jours, éventuellement renouvelable après l'âge de 18 mois. Et dans le malade, il est diagnostiqué après l'âge de 18 mois le micropénis. On donne les injections en général 50 mg chaque quinzaine, 4 cures, et en passant 3 mois, s'il récupère, on donne une deuxième cure. Puis on arrête à l'âge de puberté. C'est un enfant, c'est pour éviter les dégâts de micropénis, c'est-à-dire pour au moins améliorer le pronostic fonctionnel. Pour la cryptocrédit, actuellement, il n'y a plus de traitement médical. On ne conseille plus le traitement par la CG. C'est le traitement chirurgical vers 3 à 5 ans. Après la puberté, en cas d'impubérisme, on a 2 cas. Soit le malade, il n'a pas de développement de caractère sexuel secondaire, soit il a des caractères sexuels secondaires. Si le malade, il est en impubérisme, c'est-à-dire il n'y a pas de développement de caractère sexuel secondaire. C'est le cas كيفاش نديرو. On sait bien que le cas normal, c'est-à-dire on donne de la testo, c'est-à-dire le corps la testo, elle est donnée. Le développement des caractères sexuels secondaires, il est progressif. On va essayer de mimer واش خلق ربي سبحانه. C'est-à-dire de donner des faibles doses de la testo jusqu'à obtention des caractères sexuels secondaires, c'est-à-dire un bon développement des caractères sexuels secondaires. On commence l'induction de la puberté vers l'âge de 12 à 14 ans. Par faible dose, 50 mg par mois, en IM, en injection, c'est-à-dire on donne de la testo injectable. Et on augmente progressivement jusqu'à avoir un âge osseux supérieur à 12 ans. Parce que l'âge osseux, on se réfère comme parce qu'il y a une déminéralisation en absence de l'âge des hormones sexuelles. Donc l'âge de l'enfant, l'âge osseux, il est inférieur à l'âge chronologique. هو كندير un âge osseux âgé de 6 ans, l'âge chronologique il est de 12 ans. Donc on va donner de la testo à des doses progressives حتى une obtention d'un âge osseux de 12 ans, un âge osseux d'une personne qui va entamer sa puberté. Avec le cas, on va donner des doses adultes qui sont à peu près 150 mg par mois. Les premiers signes de virilisation dès 6 mois et la virilisation, on obtient la virilisation complète 3 à 4 ans. C'est le cas d'impubérisme. Le cas où il y a un bilan, le cas où il y a un développement des caractères sexuels, c'est-à-dire il n'y a pas un intérêt de donner des doses progressives, on donnera la dose totale une fois par mois en cas d'injectable. Le cas, c'est par exemple dans le syndrome de Klinefelter. Dans les déficits acquis, parce que le déficit acquis, c'est comme c'est en général, c'est des gens qui consultent pour désir de fertilité. S'il n'y a pas de désir de fertilité, on donne de la testo. Si le malade demande, c'est-à-dire la fertilité,
en général, on les voit vers les centres de PMI pour qu'ils donnent les gonadotrophines. C'est-à-dire, s'il n'y a pas une atteinte périphérique, une atteinte à le testicule, c'est central, on va stimuler avec le FSH-LH. Quelles seront les contre-indications de la testo? Il y a les contre-indications absolues, c'est les cancers hormonodépendants, qui sont le cancer de la prostate et du sein. Relatif, c'est l'adénome de la prostate s'il y a des signes obstructifs sévères. Si le taux de PSA augmente au-delà de 3 nanogrammes par ml sans explication, on sait bien que la testocorticum stimule l'érythropoïèse s'il y a une polyglobulie ou bien une hématocrite supérieure à 5 ans, s'il y a une insuffisance cardiaque, s'il y a un syndrome d'apnée de sommeil sévère, s'il y a un IDM ou bien un syndrome coronarien aigu dans les 6 mois. Là, chez l'homme. Chez la femme, on donne aussi, dans le cas en traitement étiologique, dans le cas où l'hypogonadisme il est irréversible, on instaure un traitement hormonal substitutif. Le traitement hormonal substitutif, c'est le même raisonnement. Si le malade, il n'y a pas de développement de caractère sexuel secondaire, il y a les caractères sexuels secondaires. Pas de développement de caractère sexuel secondaire, on fait une induction de la puberté, c'est-à-dire on donne des oestrogènes à faible dose jusqu'à avoir un bon développement mammaire adéquat. Après la deuxième année, on rajoute, donc la première année, on donne que l'oestrogène. On ne rajoute pas le progestatif qu'après la deuxième année de traitement, c'est-à-dire après la deuxième année d'oestrogène, 2 ans d'oestrogène, après on rajoute le progestatif. Dans l'aménorrhée secondaire, où il y a un développement des caractères sexuels secondaires, on donne un traitement œsoprogestatif ou bien un traitement progestatif tout court pour éviter au moins des jours par mois. Au moins, on donnera l'association, c'est-à-dire une pilule. C'est ça le cours classe, les hypogonadismes. Avez-vous des questions? Je n'ai pas compris pourquoi il y a une insulinorésistance. Le cas, les hypogonadismes, c'est ça, Mimi Rahel, c'est ça. Alors, je connais une insulinorésistance. Donc, je vais vous expliquer brièvement. En fait, Sophie, la testostérone, elle a d'autres effets. Sophie, la plupart des hormones ont d'autres effets, mis à part sur l'axe, elles agissent sur. En général, s'il n'y a pas, parce que la nature il y aura où il place le muscle et à l'apparition de la graisse. Apparition de la graisse, ça veut dire graisse périviscérale, péri le foie, péri le muscle, l'apparition d'une insulinorésistance. C'est quoi l'insulinorésistance? La plupart des externes ont d'autres problèmes, ils n'arrivent pas à comprendre c'est quoi l'insulinorésistance. L'insulinorésistance, on sait bien qu'il y a un équilibre entre l'insulinosécrétion et l'insulinoaction. C'est-à-dire, oui, l'insuline, elle va agir. Elle va agir où? Sur des organes périphériques. Les organes périphériques, on a le foie, on a le muscle. En général, elle va agir. Oui, elle va stocker l'excès de glucose parce qu'au niveau de foie, elle va le stocker sous forme de glycogène hépatique et au niveau du muscle, elle va le stocker au niveau de glycogène musculaire. Le glycogène hépatique, il est à utilisation ubiquitaire. L'ensemble des organes, ils l'utilisent. Le glycogène musculaire, il est utilisé par le muscle. Le cas, le glycogène en excès, l'insuline, elle va agir. Le cas où il y aura passage de l'insuline, elle va agir avec des récepteurs. En général, c'est les GLUT4 et GLUT2. GLUT2, on les retrouve au niveau pancréatique. GLUT4, c'est au niveau musculaire et hépatique. Il y a les GLUT1 au niveau aussi, GLUT2 au niveau musculaire, les GLUT1 au niveau pancréatique. C'est pour faire rentrer le glucose via l'insuline. S'il y a l'apparition, c'est l'insulinosécrétion.
qu'il y aura une apparition, c'est-à-dire une graisse, la graisse, ça va sur une chambre qui est fermée. C'est-à-dire le foie, il sera fermé par la graisse. Donc, il y aura l'insuline, il ne pourrait pas agir via ses récepteurs. Le fait qu'il n'agit pas via ses récepteurs, il y aura il y aura quoi? Il y aura une insulinorésistance, c'est-à-dire il y aura une résistance à l'action de l'insuline. Malgré que l'insuline, elle est sécrétée, parfois même il y a un hyperinsulinisme, il y aura des difficultés à agir parce qu'il y a une graisse qui entoure surtout les organes en périviscéral. On ne parle pas de l'insuline, c'est-à-dire l'insuline subcutanée, mais surtout l'insuline hépatique et l'insuline musculaire. Pour cela, le cas de la testo qui est basse, il y aura une tendance à augmentation de la masse grasse. Augmentation de la masse grasse, donc une insulinorésistance, donc une masse grasse périviscérale. Augmentation de l'insulinorésistance. J'espère. Message transmis, Mimi Rahal, c'est ça? C'est bon, je saute la deuxième question, Malish? Oui, c'est clair. Ah, très bien. La question les بعدها. Dans le cas, les contre-indications relatives testo, ça veut dire quoi ça, SAS? Le SAS, c'est le syndrome d'apnée de sommeil. Le syndrome d'apnée de sommeil, il y a le syndrome, on l'appelle le syndrome obstructif d'apnée de sommeil. C'est quoi? En fait, on le dépiste sur, il y a des critères cliniques. Maintenant, c'est quoi? Le renflement nocturne, les polypnées ou bien les apnées nocturnes, et il y a l'HTA résistante. Il y a aussi la somnolence des urnes. Il y a aussi le diabète. C'est des signes un score qu'on l'établit pour voir est-ce que le malade il a les signes en rapport avec le syndrome d'apnée de sommeil. Le cas de la testostérone, il y aura une augmentation de la masse musculaire. Donc, une aggravation de toute, c'est-à-dire de toute obstruction, surtout dans le cas d'apnée de sommeil. هذا هو l'apnée de sommeil. Normalement تشوفوا في les étiologies لقريتوا واسمهم تاع le diabète. Normalement vous allez le voir. S'il vous plaît, quelle est la relation entre l'insulinorésistance et la leptine? D'accord. La leptine, لازم تشدوها في بالكم باللي c'est parmi les meilleures hormones. C'est il y a les contre l'obésité. C'est-à-dire s'il y a un déficit, par contre, on la donne le cas qui met une obésité. Donc, la leptine, s'il n'y a pas de leptine, c'est-à-dire il y a une obésité, il y a de l'insulinorésistance. Insulinorésistance, c'est une. Je vois l'insulinorésistance, comme un foie, le foie comme une chambre. La chambre, elle a besoin d'une clé, l'insuline, ou la serrure comme un GLUT4 pour faire rentrer le glucose dans la cellule. Il y a une barrière, une porte métallique. Vous avez fermé la porte comme il y a la graisse périviscérale, il y a une résistance à la clé. Donc, c'est ça l'insulinorésistance. La leptine, c'est une hormone qui permet, elle améliore l'insulinosensibilité. Si elle est absente, il y aura l'apparition d'une obésité morbide. Une malade, je me souviens, lorsque j'étais résidente, elle avait une mutation du gène de la leptine. Elle avait une obésité morbide avec toutes les complications. Donc, oui, elle ne répondait pas. C'est des gens qui ne répondent pas au régime habituel, mais ne répondaient pas parce que c'est une obésité entre guillemets génétique. C'est pour cela que les obésités une insulinorésistance parce qu'il y a une graisse qui entoure les cellules. En fait, l'insulinorésistance, c'est tout un ensemble de plusieurs mécanismes. Mais là, c'est le schéma le plus explicite que je garder en tête, surtout autant les comme que externes. Oui, syndrome de la chapelle, c'est quoi couramment comme hermaphrodisme? Oui, syndrome de la chapelle, on trouve surtout c'est l'hypospadias. Hypospadias, c'est quoi? C'est le MEA, il n'est pas
parce que les hypospadias, il y a les hypospadias antérieures et les hypospadias postérieures. C'est oui, le meilleur ou la sortie dans le meilleur urétral. En général, les hypospadias, il n'est pas au milieu. Il est, c'est-à-dire, soit en antérieur, soit en postérieur. C'est le plus fréquent le cas dans le syndrome de la chapelle. C'est pour ça qu'il passe inaperçu. Parfois, le diagnostic du syndrome de la chapelle, c'est des enfants qui ont été traités durant leur enfance pour un hypospade, c'est-à-dire hypospadias. On va un âge adulte qui consulte pour un problème d'infertilité. Qui le cariotype, on un XX et on revient un hermaphrodisme. Un hermaphrodisme, c'est l'ancienne appellation aujourd'hui, on les ambiguïtés sexuelles. Il y a d'autres questions? Docteur, excusez-moi, toujours pour le syndrome de la chapelle. Pour les organes génitaux intérieurs, internes. Il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, le XX, c'est masculin. C'est pas une femme. C'est le XX, c'est le Y qui dit une partie le X, il شبه le X في الكاريوتيب, la lecture. C'est une D'accord. Et l'ambiguïté sexuelle, et pour l'ambiguïté sexuelle, elle est au niveau des organes génitaux externes. Externe. Dans l'interne, il n'y a pas d'anomalie. Le seul comme les cours, c'est les ambiguïtés, les vraies ambiguïtés sexuelles, où il y a les deux sexes. C'est-à-dire XX, YX. C'est-à-dire que le cas cliniquement, il connaît plus une femme, pas un homme. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Il y a d'autres questions? Il n'y a pas de questions? Apparemment, il n'y a pas de questions. Très bien. Inch'Allah. À 18h, non? Quand vous voulez, c'est à vous de voir. C'est à vous, docteur. On est à votre disposition. Il y a des questions là parce qu'apparemment, apparemment, c'est la troisième semaine. Oui, ou la triade, c'est bon. Ou là, une triade. Donc, on va comme un cas clinique. En tout cas, ما تحش في l'examen. Mais بقى معاكم un cas clinique. On va le mettre un autre jour là. Comme les autres cours, je vais vous rendre réponse entre 18h ou 19h. 18h, Inch'Allah, vous les 18h. C'est bon? C'est bon, merci, docteur. Merci, docteur. Merci, docteur. Merci. صحيتو.